Donc je demande à Eric Gilling de venir ici. Merci, là, voilà. Pour le thème qui est le Danemark, financement régional et connexion digitale quotidienne. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. J'ai regardé le Danemark et j'ai cherché une région française qui lui ressemble. C'est la région PACA, la région Provence-Côte d'Azur. Le Danemark, c'est 5 700 000 habitants. La région PACA, c'est 5 900 000. En surface, 43 000 km² pour le Danemark, 39 000 km² pour la région PACA. Mais là, on commence à voir les différences. C'est que le PIB au Danemark, 280 milliards. Le PIB de la région PACA, 151 milliards. Et je continue. Au Danemark, 98 communes. En PACA, 1000 communes, dont la plus petite, Majastre, a 2 habitants, dont le maire. Hein, voilà. 2 habitants permanents. Et puis, si je regarde les taux de chômage, eh bien, effectivement, vous êtes à 6%, quand la région PACA est à près de 11%. Donc, on voit des différences. Comment ce pays, qui est le vôtre, vous êtes le responsable exécutif du Dansk Regioner, comment avez-vous fait cette révolution il y a une dizaine d'années avec le système de santé, les régions, les municipalités? Eh bien, comme vous avez dit, le Danemark est un petit pays. C'est peut-être juste... Et en 2007, on a eu une réforme majeure de la structure où on a réduit le nombre de municipalités et on a réduit les comtés en 5 régions seulement. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre les États, la région et les municipalités parce que l'État garde la capacité de poser le cadre juridique, les lois, les réglementations, alors que les régions ont la responsabilité de vraiment contrôler le système de soins, que ce soit à l'hôpital et tout ce qui est soins primaires. Et donc, les régions ont la responsabilité pour la prévention, la réhabilitation et c'est comme ça qu'on a divisé les responsabilités. Auparavant, les comtés avaient un portefeuille beaucoup plus large, tandis que maintenant, c'est réduit à 96% soins et un tout petit peu de tourisme et de pollution et d'autres petites questions. Effectivement, de 14 à 5 régions et les municipalités sont en charge aussi de l'hôpital. Comment se répartit le financement entre l'État, la région et les municipalités? Alors, les régions ont la responsabilité des hôpitaux, les hôpitaux et tout ce qui est soins primaires. Le budget pour une région représente 80%, c'est négocié à 80% chaque année avec le gouvernement. Moi, je négocie effectivement de la part des 5 régions le budget annuel. Et bien sûr, nous avons des obligations que nous imposons sur l'utilisation du budget. Bien sûr, il faut prendre en compte les prix médicaux qui augmentent, la démographie. Mais comment est-ce qu'on peut aussi rendre le système plus efficace à l'avenir? Les 80% sont divisés entre les régions selon des divisions socio-économiques sur l'âge, le niveau socio-économique, le niveau d'éducation, etc., sur ces 6 critères. Et ensuite, on a une petite carotte, parce que 1,5% de l'économie pour l'année suivante est obligatoirement lié à la fermeture des activités dans les hôpitaux et le transfert de ces activités vers le secteur primaire. Et donc, nous avons cette carotte qui pose un défi pour réduire notre production, la surproduction, les surdiagnostics et d'admettre moins de patients où ce n'est pas nécessaire et de les renvoyer vers les soins privés autour de l'hôpital. Et il y a ensuite les budgets que les municipalités payent aux régions pour leurs propres patients dans la municipalité. Donc, au départ, on pensait que ce serait une carotte pour les municipalités pour être mieux
en termes de prévention et pour fournir des services sociaux meilleurs pour éloigner leurs citoyens, leurs habitants des hôpitaux. Mais après 10 ans, nous avons vu que ça ne marche pas dans ce sens. Et cette incitation n'est pas très réussie. Mais ils payent 18,5% du budget annuel. Ipsos Charm, qui est publié ce matin dans les Échos, vous êtes un des pays qui est le plus admiré avec la Suède. Parmi les 5 pays européens que nous avons testés, l'Italie, la France, le Pays-Bas, l'Allemagne, et vous êtes le pays avec la Suède qui est le plus reconnu dans son système de santé. Et c'est un système de santé qui est payé par l'impôt. Il y a des assurances aussi, ou pas d'assurance privée? Il y a une petite quantité d'assurance privée, mais le système de soins danois, c'est quand même une trèfle à 4 feuilles. Juridiquement, il y a une couverture universelle qui est payée par les impôts. Il y a un accès libre, il n'y a pas d'argent entre le fournisseur et le patient. Et nous avons un fort degré de décentralisation. Et donc, le praticien est vraiment le gardien du temple. Et là, c'est en discussion actuellement, parce qu'en même temps que nous avons créé les régions en 2007, le gouvernement a mis 5,6 milliards d'euros pour construire des nouveaux hôpitaux et rénover les hôpitaux existants. Donc, nous avons créé un mouvement depuis 10 ans où nous avons fermé les hôpitaux, nous avons réduit par moitié le nombre de lits hospitaliers et actuellement, on rénove 11 hôpitaux plus un autre groupe d'hôpitaux et on construit 5 hôpitaux tout neufs. Donc, au final, en 2022, nous aurons 20 hôpitaux et 12 000 lits au Danemark. Et concernant le secteur privé ou les assurances privées, vous pouvez avoir une assurance privée, mais c'est surtout lié à votre emploi, comme un bénéfice de votre contrat de travail. Cela vous donne le droit d'aller peut-être plus rapidement dans certains services, d'avoir certains traitements ou d'avoir des remboursements concernant des dépenses pour les lunettes, par exemple, et d'autres objets comme ça. Mais en fait, le secteur privé au Danemark sert, comme nous avons entendu, les patients ont des droits juridiques. Ils ont le droit au diagnostic et ils ont le droit au traitement en 30 jours. Et si la région ou l'hôpital ne peut pas satisfaire à cette obligation, en ce moment-là, le patient a le droit d'aller dans un hôpital ou un fournisseur privé et la région doit rembourser les coûts. Donc, même les hôpitaux privés ou des prestataires de services privés sont payés avec l'argent public. Et souvent, les hôpitaux, par exemple, ils font un remplacement de hanche, par exemple, une chirurgie de la hanche, et ils disent on a besoin d'une certaine quantité de remplacement de la hanche. Et les différentes entreprises privées vont répondre à un appel d'offres. Donc, c'est exprès parfois qu'on soumet certaines choses au secteur privé. Un mot qui nous plaît tellement, mais ça fait 35 ans qu'il y a une loi qui a été faite en France et on est toujours dans le même état. Nous, on n'arrive pas à décentraliser. Et ce qui m'intéresse, c'est que les Danois sont contents de payer de l'impôt, pas les Français. Alors donnez-moi, pourquoi est-ce que les Danois sont contents? Parce que quand ils voient qu'ils payent leurs impôts, ça marche? Eh bien, je pense que nous le disons toujours, je paye mes impôts avec le sourire, mais bon, on l'a appris à l'école qu'il fallait le dire, je paye mes impôts avec le sourire, mais en fait, on a un accès libre aux soins et accès libre à l'éducation jusqu'au niveau supérieur. Et donc, chaque famille, lorsqu'elles font leur compte, les familles se disent il vaut mieux payer les impôts et avoir tout cela en échange. Et donc, on a l'habitude d'avoir les impôts très élevés au Danemark. Et lorsque j'ai présenté ça aux États-Unis, les Américains ils disent c'est presque un système communiste que vous avez au Danemark. Et d'un certain point de vue, ça l'est peut-être. Bureau à Bruxelles, les régions, le Dansregioner, qui négocie avec l'État, a ses propres bureaux à Bruxelles. À la communauté européenne, you have your office. Yes. Intéressant. Les médecins généralistes sont mieux payés au Danemark que les spécialistes?
Eh bien, c'est vrai, mais avec certaines nuances, je dirais, parce que c'est peut-être le cas que nous avons pu maintenir les salaires à un niveau relativement bas dans les hôpitaux, puisque les praticiens au Danemark sont en profession libérale, ils sont libres, mais ils négocient leur salaire avec les régions tous les 3 ans. Séparément ou ils ont un syndicat? Oui, ils ont un syndicat et tous les médecins peuvent participer au syndicat. Ça, c'est très répandu au Danemark, que tout le monde est membre d'un syndicat. Je crois que 98% des médecins sont membres de cette association et les infirmiers, c'est pareil. Donc, c'est très facile, les négociations, parce qu'on a un seul syndicat qui participe. Donc, les médecins généralistes ont leur propre syndicat et ils négocient avec nous un accord tous les 3 ans. On se met d'accord sur quel type de service ils doivent fournir et quel type de niveau de qualité, etc. Mais actuellement, approximativement 30% du salaire est un salaire de base. Et ensuite, ils ont des forfaits pour certains services qui représentent les 70 autres %. L'année dernière, on a commencé à changer ce système parce que aussi rapidement qu'on puisse le négocier, d'ici 10 ans, nous voulons bien sûr changer ce système de rémunération afin qu'ils aient 70 ou 75 % comme salaire de base et ensuite le reste comme une activité supplémentaire qui donne lieu à des forfaits. C'est parce que ils font partie de... Ils sont des pivots du système de soins que nous sommes bien plus basés sur la population et sur les résultats que sur l'activité. Évaluer régulièrement. Comment vous faites? Comment ça se passe? Quel est le mécanisme de réévaluation des professionnels de santé? Les médecins, infirmiers Eh bien, on ne les évalue pas individuellement, les infirmiers et les médecins. Traditionnellement, on avait un système d'accréditation orienté sur un processus où on accréditait les institutions. Il y a 3 ans, on a changé cela pour une focalisation plus sur les résultats avec un nouveau programme de qualité nationale. Nous avons 8 objectifs nationaux dans ce programme qui sont partagés entre le gouvernement, les municipalités et les régions. Et ces objectifs doivent symboliser la condition générale de la santé au Danemark. Ça doit représenter le parcours du patient et ça doit vraiment symboliser la qualité des institutions. Et au-delà de ces objectifs, on a 29 indicateurs. Ces indicateurs que nous avons pris automatiquement de nos systèmes. Et là, on mesure les qualités. Donc, on ne le fait pas de façon individuelle. On fait confiance. Les professionnels ont l'obligation, effectivement, de rester bien formés et de garder leurs compétences à jour. Et bien sûr, il y a l'obligation envers les patients qu'on ne met que des professionnels qualifiés devant les patients. Je crois que la totalité des médecins sont connectés, les hôpitaux aussi, même jusqu'aux ambulanciers. Quand ils transportent quelqu'un, peuvent informer les médecins. Vous avez mis du temps à faire ça? Ça a été long, difficile pour convaincre, pour organiser? Eh bien, ça a été un long parcours. Parfois, ça a été compliqué. Dans l'esprit des politiques, une fois, ils voulaient que ça se passe plus rapidement, mais il y a une vingtaine d'années, on avait 23 systèmes différents et l'année prochaine, on aura 2 systèmes. Donc, nous avons réduit constamment les systèmes pour arriver à 2 bientôt. Mais les gens sont très numérisés dans leur mentalité. Presque toutes les transactions monétaires sont digitales au Danemark et les Danois n'ont presque plus d'argent liquide dans leur poche. Donc la mentalité avance assez rapidement dans ce sens. Et les professionnels de santé ont avancé en même temps. Et bien sûr, les médecins généralistes ont avancé rapidement.
dans ce sens. Et ils ont commencé cette numérisation complète il y a plus de 10 ans. Et l'État ou le Danksregioner qui a payé, qui a organisé avec ses propres informaticiens, comment ça s'est passé? Parce que nous, on a un dossier, et ça fait 14 ans qu'on attend. Et on va peut-être l'avoir en novembre. Alors, vous voyez, on aimerait venez nous dire un petit peu comment faire. Eh bien, c'est les deux. Au niveau national, régional ou municipal, on fixe les normes et on invite ensuite des entreprises privées à développer le système avec nous. Parfois, on a développé les systèmes uniquement dans un cadre public. Parfois, on a acheté des systèmes commerciaux qui existent. Mais il faut se rendre compte qu'il y a eu un mouvement vers des systèmes complètement customisés et plutôt où on s'est rendu compte que le secteur privé était beaucoup plus rapide pour construire ces systèmes numériques. Donc, il a fallu qu'on se dise que nous, on serait chargés des normes et de la transparence, et ensuite, on invite le secteur ou les fournisseurs privés à développer le système avec nous. Nous avons eu un système national où tous les professionnels peuvent accéder aux données sur les patients, sur tous les patients, et tous les patients peuvent accéder aux informations les concernant. Et même Google, et il y a des descriptions des maladies, etc. Juste, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer quand on voit ce que vous avez fait par rapport à nous? Je suis admiratif. Qu'est-ce que vous avez encore à améliorer en une minute? Eh bien, on a toujours le problème que tout le monde, il y a ce triangle des Bermudes au Danemark. L'intégration, il faut mieux intégrer le système social et le système de soins. Et actuellement, aujourd'hui, on est en discussion très intense sur comment mieux lier les hôpitaux, les médecins généralistes et les municipalités concernant les patients individuels et leur parcours. Et peut-être qu'on arrivera à des nouvelles chaînes de responsabilité entre les régions, les municipalités et l'État concernant les subventions, d'un meilleur lien entre ces trois parties. Merci beaucoup.